Donc, dans ces conférences, c'est la troisième du genre. Les premières séries étaient sur les virus, la seconde était sur le vieillissement, et j'ai choisi comme thème l'évolution pour celle-ci. En choisissant ces thèmes, je prends des thèmes que je trouve un peu contre-intuitifs, c'est-à-dire c'est des choses que l'on ne voit pas immédiatement, et donc dans lequel on va essayer un petit peu de réfléchir à la lueur des connaissances les plus actuelles. Alors, la théorie de l'évolution est due à Monsieur Darwin, et là, on va y passer un certain temps. Alors, je vais commencer par une citation, deux citations. La première citation est due à un pasteur théologien qui a écrit: Si vous trouvez une montre, vous ne doutez pas qu'elle a été fabriquée par un horloger. De même, si vous considérez un organisme un peu complexe, avec l'évidente finalité de tout ça, comment ne pas conclure qu'il a été produit par la volonté d'un créateur? Car il serait simplement absurde de supposer que l'œil d'un mammifère, par exemple, avec la précision de son optique et sa géométrie, aurait pu se former par pur hasard. Ça, c'est début du 19e siècle, c'est 1803. À ça, je vais opposer ce que le prix Nobel Jacques Monod, que j'ai eu comme professeur, écrit dans son livre sur le hasard et la nécessité, où il cite Démocrite: tout ce qui existe dans l'univers est le fruit du hasard et de la nécessité. Donc une déclaration éminemment matérialiste. Et parmi les grands noms de l'évolution, des recherches sur l'évolution, Théodosius Dobzhansky écrit: rien en biologie n'a de sens excepté à la lueur de l'évolution. Donc vous voyez, on part d'un certain point de vue créationniste. Dieu a créé le monde, il l'a fait en 7 jours, et il l'a fait il y a 3000 ans, jusqu'à une version plus récente. Comment on est passé d'un point de vue à l'autre? Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, comme dans beaucoup de choses, il faut remonter à Aristote, 3e siècle avant Jésus-Christ, qui parmi les nombreux aujourd'hui, il y a l'histoire des animaux en 9 volumes, un travail considérable, dans lequel plus de 500 animaux et une cinquantaine de dissections sont décrits. Alors, il décrit l'anatomie, mais aussi les comportements. Alors, des fois, c'est des animaux qu'il a eu lui-même, des fois, il a été cherché chez d'autres savants du moment. Et le point que je veux faire, c'est que dans sa description, le monde est fini et hiérarchisé. C'est-à-dire que, par exemple, dans le livre 8, les animaux sont classés selon une échelle graduée de perfection de la nature. C'est ce qu'on appelle la scala naturae, et ça va depuis les plantes et même depuis les minéraux jusqu'à l'être humain. Donc, vous voyez, tout est organisé. On ne parle pas de Dieu à l'époque, mais tout est organisé, fini, et avec une volonté de faire avancer les choses vers un certain niveau de perfection. Alors, on saute au XVIIIe siècle, et je vais parler de oui, j'ai parlé de M. Linné, Carl Linné, qui est un Suédois et qui est un botaniste qui, devant l'accumulation des données, essaye de faire une classification. Et pour faire cette classification, ici, ce que vous voyez, c'est une planche de M. Linné, et vous voyez qu'il utilise les organes reproducteurs des fleurs pour faire la classification. Alors, on lui doit ce qu'on appelle la nomenclature binomiale, c'est-à-dire que pour décrire une espèce, on a deux mots en latin. Le premier, qui est celui de l'espèce, du genre,
et le deuxième qui est celui de l'espèce. Et ça, c'est toujours utilisé. Alors voilà comment ça se passe pour M. Linné. Vous avez des espèces. Les espèces sont définies comme permettant la reproduction sexuée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut se reproduire dans un groupe, ce groupe est appelé espèce. Puis ensuite, on regarde différentes espèces et on regarde celles qu'on peut regrouper. Alors, on fait les regroupements sur des critères morphologiques, anatomiques, physiologiques, mais aussi comportementaux et géographiques. Et ces critères peuvent être positifs, présence de, ou négatifs, absence de, par exemple, vertébrés et invertébrés. Alors, il y a toutes les marches chez Linné, il y a l'espèce, au-dessus, il y a le genre, après, il y a la famille, puis il y a l'ordre, il y a la classe, il y a les embranchements et il y a les règnes. J'en reste là. Règne, c'est animal végétal. Donc, ça, c'est une première classification qui est faite. Et donc, les gens ont vécu avec ça pendant très longtemps. Puis arrive Georges Cuvier. Alors, vous allez voir, si vous connaissez le 5e arrondissement, les noms de rues qui sont là-bas sont des noms de naturalistes qui sont de la période dont je vais parler. Et je vais commencer par Georges Cuvier, qui est anatomiste, mais qui est le spécialiste de l'anatomie comparée. C'est-à-dire qu'il essaye de retrouver chez un animal ce qu'il voit chez un autre animal. Et comme il a une réputation qui s'établit assez bien, on lui envoie des échantillons. Et un jour, on lui envoie cet échantillon-là, qui est une dent fossilisée. Et vous voyez, la dent qui est ici, elle a à peu près la taille d'une brique. Et les premières interprétations ont été dents d'éléphant. Mais Cuvier, en comparant avec les dents d'éléphant qu'il a pu voir, dit ce n'est pas possible, c'est une espèce disparue. Alors, donc, vous voyez, c'est une date importante parce que ça veut dire que s'il y a eu création, il y a eu aussi disparition. Et donc, il appelle cette bête-là le mastodonte. Alors, odonte, ça veut dire dent, et mastos, c'est parce qu'il paraît que ça ressemble à des poitrines de femmes ici. Et donc, ce que dit Cuvier va se justifier, se généraliser, parce qu'on va trouver beaucoup d'autres vestiges correspondant à des espèces qui n'existent pas. En 1800, on comptait 23 espèces disparues, des mammifères pour la plupart, et en 1812, vous voyez 49 espèces. Et Cuvier les analyse d'après ses connaissances en anatomie comparée. Les dents ou les pattes orientent vers le mode de vie, etc. Et donc, Balzac écrit « Monsieur Cuvier n'est-il pas le plus grand poète de notre siècle? Notre immortel naturaliste a reconstitué des mondes avec des os blanchis et a rebâti des cités avec des dents. » Puis il commence à avoir des problèmes, c'est-à-dire qu'on lui amène quelque chose qui correspond à l'ichthyosaure et au plésiosaure, et là, ça ne correspond pas à une espèce qui est actuelle, et c'est vraiment très différent des choses qui existaient. Alors, ce que fait Cuvier, donc là, vous voyez, voilà l'ichthyosaure dont je parlais il y a une minute, et j'ai noté ça. L'ichthyosaure lui a été donné par une jeune femme qui s'appelle Mary Anning, qui est une Anglaise amateur de fossiles. Et donc, à cette époque-là, c'était une jeune fille dont le père était, je ne sais plus très bien sa profession, mais un artisan qui est mort et qui a laissé sa femme et ses filles sans ressources. Et la famille Henning s'est mis à chercher des fossiles, et c'était dans le sud de l'Angleterre, et a trouvé suffisamment de fossiles pour intéresser
des particuliers riches qui les lui achetaient, ce qui lui a permis de vivre. Et Marie Henning est considérée comme une des premières paléontologistes. Alors, Cuvier s'intéresse à la géologie. Il remarque par exemple que les fossiles de mammifères sont toujours dans les couches supérieures quand il s'agit de sédiments. Et ce qui est important, pour lui, les espèces n'apparaissent pas. Il y a du fixisme, c'est-à-dire qu'il admet qu'on n'a pas les mêmes espèces que par le passé, mais on voit de la disparition et pas de l'apparition de nouvelles espèces. Et il écrit, la vie a donc été souvent troublée sur cette terre par des événements terribles, des êtres vivants sans nombre ont été victimes de ces catastrophes. Et là, j'ai écrit quelque chose, l'art, la science de Cuvier, c'était de montrer que les organismes forment un tout. C'est-à-dire que quand il a une patte, il imagine, si c'est une patte arrière, ce que doit être sa patte avant d'après ses connaissances. Si vous voulez, c'est l'anatomie comparée. Et il prend des risques. Par exemple, dans le gypse de Montmartre, on trouve quelque chose qui ressemble à un marsupial, mais uniquement d'après les membres postérieurs. Et d'après ses connaissances, il dit c'est un marsupial. Et alors, étonnez-vous, il y a une démonstration publique dans laquelle il va dégager le gypse et montrer en présence de l'assistance qu'effectivement, sur l'avant, on trouve des choses qui disent que c'est nettement un marsupial. Donc, si vous voulez, on a un peu avancé, on a des espèces qui disparaissent, mais on n'a pas d'espèces qui apparaissent. Alors, catastrophisme, il faut opposer la géologie avancée par un Anglais, dont vous voyez le portrait, Charles Lyon, qui a comme maxime le présent est la clé du passé. Pour Lyell, il n'y a pas de raison de penser qu'à une certaine période, il y avait des grosses catastrophes et qu'il n'y a plus de catastrophes. Pour lui, les causes qui ont façonné le monde sont celles qui sont encore en action aujourd'hui. Et donc, pour lui, si on veut interpréter le présent, il faut adapter la même chose pour le présent et pour le passé. Alors, il y a eu des grandes bagarres. À ce moment-là, c'était des époques extrêmement intéressantes parce qu'il y avait des débats qui étaient des débats qui sont certainement plus riches que ceux que nous voyons actuellement. Et son raisonnement est basé sur la stratigraphie parce qu'il va poser que la Terre a un âge supérieur à 300 millions d'années. Alors, premier point, vous voyez que par rapport à la Bible qui dit 3000 ans, on est dans autre chose. Donc, on a fait un saut déjà. Et deuxième chose, comment peut-il dire une chose pareille, 300 millions d'années, comment peut-on chiffrer l'âge de la Terre? Alors là, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a eu beaucoup de manières d'aborder la question. Buffon, qui précédait Cuvier, s'était mêlé au débat et il avait fait quelque chose qui est intéressant parce que c'était expérimental. Buffon possédait une grande propriété en Bourgogne et il avait pris des boulets métalliques, il les avait amenés à très haute température et il avait regardé la vitesse avec laquelle ça se refroidit. Et il a dit, la Terre, puisqu'elle provient d'un morceau du Soleil, le même chose peut se passer que le refroidissement du boulet. Et alors, évidemment, passer de l'un à l'autre, ça n'allait pas très très bien. Lui, il trouvait 70 000 ans. Bon, les physiciens se sont mêlés et Lord Kelvin a essayé la même chose, faire des calculs, mais plus poussés
que Buffon. C'était les bases de la thermodynamique, et il arrive à 20 à 40 millions d'années. Donc, vous voyez, dans tous les cas de figure, euh, on arrive à quelque chose qui veut dire que le créationnisme, comme il est dans la Bible, il y a des gros problèmes. Il faut trouver quelque chose de différent. Alors, à ce moment-là, il faut citer Jean-Baptiste de Lamarck, encore une rue du 5e arrondissement, qui est le premier évolutionniste. Alors, j'ai découvert que c'était l'inventeur du mot biologie. Et la même chose, c'est quelqu'un qui était d'origine très modeste et qui a beaucoup travaillé et qui a proposé une théorie matérialiste et mécaniste du vivant. Alors, voilà, pour lui, toutes les espèces apparaissent par génération spontanée à partir de microbes. Donc, vous voyez, au cours du temps, ici, on a différents microbes. Et quand on a un microbe qui est ici, il peut évoluer, et on va voir comment, et plus le microbe est ancien, plus il a eu le temps d'évoluer, et plus on arrive à quelque chose qui est compliqué. Et seconde idée extrêmement importante, tout ce qui a été acquis, tracé ou changé dans l'organisation des individus pendant le cours de leur vie est conservé par la génération et transmis aux nouveaux individus qui proviennent de ceux qui ont éprouvé ces changements. Le cou de la girafe s'est allongé pour lui permettre de manger les feuilles dans les arbres et ça s'est transmis. Donc, vous voyez, à la naissance, ici, on a quelque chose. La girafe a son cou qui s'est allongé ici. Toutes les girafes ont le cou qui est allongé. Tous les descendants de ces girafes ont le cou allongé. Et ça peut continuer à évoluer de cette manière-là. Alors, euh, ça a commencé à agiter un peu les chercheurs, et en particulier Cuvier n'était pas du tout content avec cette proposition. Il disait, dans les momies des pharaons, on trouve des chats, et les chats des pharaons et les chats qu'on a actuellement sont les mêmes choses, il n'y a pas eu d'évolution. Donc, fixisme chez Cuvier. Alors, donc, Charles Darwin maintenant. Alors, Charles Darwin est un jeune homme qui commence à faire des études, et puis il se passionne pour les études naturalistes, et il va faire le voyage du tour du monde sur un bateau qui s'appelle le Beagle, et donc ça va prendre 5 ans, 1831 à 1836. Et il faut savoir qu'à l'embarquement, il est âgé de 23 ans. Mais il faut aussi savoir que le capitaine du bateau, Fitzroy, en a juste quelques années de plus. Et donc, ils vont partir de Plymouth, ils vont descendre au Cap-Vert, ils vont traverser jusqu'au Brésil, à Bahia, où il va rester pas mal de temps. Oh. Puis, ah, ils vont redescendre la côte brésilienne, doubler le Cap Horn, remonter au Chili à Valparaiso, et puis faire ce fameux voyage aux îles Galapagos, qui sont ici, au large de l'équateur à peu près, puis continuer toujours vers l'est, arriver en Australie, visiter l'île de Hobart, ici, aller dans les îles de la Sonde de ce côté-là, puis l'île Maurice, le Cap, retraverser jusqu'à Bahia et rentrer ensuite à Plymouth. Donc, vous voyez un voyage quand même extraordinaire dans lequel il y a des étapes. C'est-à-dire que quand il y a des étapes, ils peuvent s'arrêter pour plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et pendant ces arrêts, il va en profiter pour faire des observations. Et ces observations sont à la fois naturalistes, c'est-à-dire que
il découvre des espèces, il capture des spécimens et aussi paléontologique, il trouve des fossiles, géologiques, il observe un peu ce qui se passe, ah, et il ramène quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, en Angleterre. Alors ça, si vous voulez, les Anglais sont restés très darwiniens. Et il y a un site Darwin dans lequel on peut récupérer des dessins qui ont été faits d'après Darwin ou par Darwin lui-même. Donc, vous voyez ici une chauve-souris, ici un crâne de je ne sais pas quoi, etc. Et donc, Darwin, ce qui est important, c'est que pendant son voyage, il va lire Charles Lyell. Charles Lyell lui dit que les choses bougent lentement. Et donc, il va réfléchir à ce qu'il voit et à cette notion de transformation lente. Ça va l'amener à faire une théorie sur la formation des atolls, c'est-à-dire des niveaux d'eau qui varient au niveau d'un récif corallien. Et il est très frappé parce que quand il est au Galapagos, il va observer les tortues et les pinsons, et il va trouver que tortues et pinsons, donc c'est un archipel, les Galapagos, d'une île à l'autre, il voit des choses qui sont complètement différentes les unes des autres. Même organisation, il regroupe tous ces oiseaux sous le terme pinson, mais ça lui montre des morphologies différentes. Donc, il essaie de réfléchir à ce point de vue-là. Puis ensuite, il rentre et à ce moment-là, il va y avoir une période extrêmement longue, c'est-à-dire il va se passer 20 ans pendant lequel il va réfléchir, il va continuer à travailler énormément avant qu'il ne produise son livre fondamental. Et je vais vous raconter dans quelles conditions. Et dans les choses qu'il lit, alors là, il note la parenté des fossiles de quadrupèdes de grande taille vus en Amérique avec les animaux actuels. Donc vous voyez, là aussi des choses des deux côtés de l'Atlantique qui sont euh, assez étonnantes comme parenté. Alors, quand je dis continue à travailler, le nombre de sujets sur lesquels il a travaillé est assez étonnant. Il a travaillé sur les orchidées et leur fertilisation par les insectes. Alors, je raconterai ça plus tard. Il a trouvé une orchidée qui a un calice extrêmement profond. Et donc, il s'est posé la question, comment cette orchidée va être fécondée? Et on a fini par trouver un papillon qui a une trompe pour aller dans le fond de ça, qui est l'élément fertilisateur. Donc, vous voyez, l'adaptation entre la fleur et les insectes. L'abominable mystère des plantes à fleurs, ça veut dire qu'il a été frappé par le fait que les plantes à fleurs, il y a une diversité absolument énorme, et vous allez voir que pour sa théorie, ça lui posait des problèmes parce que cette diversité énorme s'est produite dans une période de temps relativement courte. La domestication des animaux, les vers de terre, les plantes grimpantes, etc. Et puis, vers la fin de sa vie, il va appliquer ses idées à l'homme et il va écrire La descendance de l'homme et la sélection sexuelle. Alors, donc, depuis 1838 jusqu'à 1858, c'est-à-dire 20 ans, il est en cours de rédaction d'un livre. Et puis, d'un jour, il reçoit un manuscrit d'un jeune collègue qui s'appelle Alfred Wallace. Et Alfred Wallace a les mêmes idées que lui sur la transformation des espèces. Donc, le livre n'est pas fini et il reçoit le manuscrit d'un collègue. Et donc, à ce moment-là, des amis communs, dont Lyell, poussent Darwin a publié rapidement une publication en commun avec Wallace. Alors, vous voyez, On the Tendency of Species to Form Varieties et On the Perpetuation of Varieties and Species by Natural Means of Selection. Donc, là, le mot sélection est là dans cette publication, qui est une publication commune de 1858 de Wallace et de Darwin. Et puis,
sur l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. Ça sera publié l'année suivante avec le succès puisqu'on en parle encore. Donc, qui était cet Alfred Wallace? Wallace, c'était donc quelqu'un qui est plus jeune, hein, de vingtaine d'années, et c'est un naturaliste qui s'est beaucoup baladé, en particulier en Amazonie et aussi dans l'archipel malais. Alors, vous voyez, 120 000 spécimens récoltés. Alors, la différence entre Wallace et Darwin, c'est que Wallace a fait ses voyages alors qu'il avait déjà en tête cette idée de sélection. Et il s'est baladé pour essayer de confirmer l'hypothèse qu'il avait. Et donc, vous voyez, ici, ça c'est un dessin de Wallace sur cette grenouille sauteuse, etc., tout ça. Donc, il y a cette convergence. Alors, je vous ai dit que du côté de Darwin, il est devenu très célèbre et c'était vraiment quelqu'un qui était extrêmement important. Wallace a aussi été important, mais c'est une personnalité qui est complètement différente. C'est quelqu'un qui est un peu provocateur, qui cherche toujours politiquement à gauche, politiquement essayer de faire des choses. Il a aussi des idées bizarres. C'est un spécialiste du spiritisme. Donc, vous voyez des personnalités qui sont complètement différentes. Alors, à l'heure actuelle, on a largement oublié Wallace et on a laissé Darwin avec cette théorie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette théorie? Donc, vous voyez, The Origin of Species by Means of Natural Selection. Pour lui, l'évolution signifie qu'il existe des changements dans la descendance des individus. Vous voyez, par rapport à ce que je vous ai dit par rapport à Lamarck, lui pense que les espèces évoluent. Et en termes modèles, on parlera du phénotype qui varie, de l'aspect, la composition de l'espèce, des caractères de l'espèce vont varier. Alors là, j'ai mis quelque chose en italique parce que je n'ai pas besoin de vous en parler maintenant, je vous en parlerai dans le cours suivant. Ces variations sont dues à des variations dans l'ADN des individus. Et pour lui, à la différence avec Lamarck, les variations de l'environnement qui affectent le phénotype ne sont pas transmises à la descendance. Ça, c'est le point qui est important. Et donc, vous voyez ce que ça veut dire ici, c'est que ici, dans la génération 1, on admet une hétérogénéité. Vous voyez, il y a certains caractères là et là qui sont différents. Ces caractères ici, la sélection va faire que certains de ces caractères permettent à certaines de ces variations de mieux s'adapter au milieu et de pouvoir survivre plus facilement. Alors, le résultat, c'est qu'il y a des adaptations qui vont être négatives, l'individu va disparaître, et puis certaines qui vont être positives, c'est-à-dire que ce caractère-là va être favorisé à la génération 2. Et vous voyez, on va terminer avec une génération 3 dans laquelle on a ce caractère ici qui était sur un seul individu, qui est ici maintenant sur presque la totalité de l'espèce, sachant que d'autres caractères ont été perdus, comme celui-là ou comme celui-là. Donc, vous voyez, pour voir l'évolution des espèces, il faut voir l'ensemble des individus et on doit discuter en termes de population d'individus. Et une population est hétérogène et elle comporte des phénotypes. Chaque phénotype est associé avec un génotype différent. Et le poids des différents phénotypes peut varier, va varier au cours des générations qui vont venir. Donc ça, c'est la base. Vous voyez pourquoi on parle de sélection? C'est à cause de ça, à cause du fait que les caractères varient et seuls les caractères les mieux adaptés vont permettre la survie. Alors, vous voyez, on a différents phénotypes et différentes capacités de survie et de reproduction. Et on va arriver à une sélection qui va être faite par l'environnement. Donc, vous voyez, c'est
ici, dans ce jeu, au départ, quand on le remet de l'autre côté, on a les billes de toutes les couleurs, et puis des facteurs extérieurs, qui est la taille de ces trous, vont faire que ça va sélectionner et qu'on va se trouver avec les billes les plus petites en bas et les plus grosses en haut. C'est des facteurs extérieurs qui jouent pour s'appliquer à l'hétérogénéité et changer les conditions de cette hétérogénéité. Alors, Darwin, dans son autobiographie, écrit en octobre 1838, c'est-à-dire 15 mois après que j'ai commencé mon enquête systématique, il m'est arrivé de lire par amusement Malthus, le livre sur la population. Et étant très préparé à apprécier la lutte, struggle, pour l'existence que partout on trouve pour le long terme, et en regardant à long terme les habitudes des animaux et des plantes, euh, j'ai été frappé que dans ces circonstances, dans ces circonstances favorables, euh, certains traits seront préservés et des défavorables seront détruits. Le résultat de ceci sera la formation d'une nouvelle espèce et à la fin, j'ai obtenu une théorie sur laquelle travailler. Donc, vous voyez, là, il raconte bien comment les choses sont arrivées. Alors, quelles sont les caractéristiques du darwinisme, de la manière dont il décrit ça dans l'origine des espèces? Le gradualisme. Donc, il fait, on y reviendra dans le cours numéro 2, l'hypothèse que l'évolution se fait par petits changements, hein. Il n'y a pas d'un seul coup la trompe de l'éléphant qui a poussé ou le cou de la girafe qui s'est allongé, hein. Elle suppose que si dans un arbre, deux espèces de la même branche sont différentes, il existait des formes intermédiaires et que les fossiles aient été trouvés ou non. Donc ça, c'est un gros problème. C'est gradualisme, ça suppose des formes intermédiaires pour expliquer les choses. Il doit y avoir des intermédiaires qui ont existé, mais si notre seule manière de remonter à ces intermédiaires est la recherche de fossiles, eh bien, ça peut être extrêmement difficile. Alors, on verra que l'ADN va changer un peu les choses. Alors là, c'est pour illustrer ce point de vue-là. Donc, vous avez le crâne du chimpanzé qui est ici, et vous voyez que la face s'élargit, le crâne s'arrondit, le volume du crâne augmente, les dents changent, on change de dentition, et Et vous voyez, on postule, et dans ce cas-là, on trouve des formes intermédiaires qui vont expliquer le passage du singe à l'homme. Alors, il faut savoir que cette histoire du passage du singe à l'homme, ça a été le grand débat dans le 19e siècle. En Angleterre, il y avait un évêque qui avait dit peut-être votre père descend, peut-être vous descendez du chaise, mais sûrement pas madame ma mère. Donc vous voyez à peu près la tenue des débats et la violence de ce que ça pouvait faire. Alors, donc, la chose qui est introduite ici, c'est l'histoire que l'on a un ancêtre commun qui est ici. Cet ancêtre commun, il est là, et soudain, il y a une variation qui se produit ici, et à ce moment-là, ça et ça divergent, et on va avoir une nouvelle branche qui est ici, ici. On a deux espèces qui sont différentes. Et à chaque fois qu'on a un changement qui est ici, ça peut produire, ça ne produit pas automatiquement, ça peut produire une séparation et l'apparition de nouvelles espèces. Ça, c'est ce qu'on appelle un arbre phylogénétique. Donc, vous voyez, le temps se déroule vers le haut. On part ici d'un ancêtre commun, et puis on aboutit à des choses. Alors, des fois, les branches s'interrompent, c'est-à-dire qu'il y a eu une variation qui s'est produite, elle n'a pas adapté ou les conditions environnementales ont été différentes et l'évolution, la branche s'est arrêtée, on n'a pas été jusqu'au bout. Donc, l'origine des espèces introduit la descendance avec changement et les arbres de parenté phylogénétiques. Donc,
les arbres phylogénétiques, comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Comment classer la biodiversité? Comment on peut faire ça? Alors, ça, c'est encore un dessin qui est tiré du bouquin de Darwin. Et vous voyez, il postule l'existence d'ancêtres, A, B, C, D, E, F, etc. Et puis ici, c'est les générations. Et les générations, c'est par milliers de générations. Donc, il est très conscient que ça va prendre du temps. Et vous voyez, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que vous avez A qui donne différentes possibilités, certaines qui ne vont pas aller bien loin, et d'autres qui vont continuer, qui vont aller jusqu'à quelque chose. Et puis ici, ça s'arrête, ici, ça va jusqu'au bout, ici, ça s'arrête, ici, ça va jusqu'au bout. Ici, il y en a une qui va jusqu'au bout sans être modifiée. Donc, vous voyez, euh, c'est la descendance, on va tomber sur des cas de figure qui vont être extrêmement différents les uns des autres. Alors, pour établir un arbre, pour dire qu'on est dans un arbre, il faut regrouper les espèces ayant un ancêtre commun. Alors, évidemment, comme je disais à l'instant, ce n'est pas toujours évident parce que l'ancêtre commun, en général, il n'existe plus ici. Il a existé et il n'existe plus. Mais on cherche à ce moment-là suffisamment de points communs entre cette espèce-là et cette espèce-là pour dire qu'il y avait vraisemblablement ici un ancêtre commun, ici, de ce côté-là. Alors, là, c'est un schéma qui donne un petit peu ce qui se passe pour les parties supérieures des animaux évolués. Ici, c'est les animaux qui sont vertébrés. Alors, il y a quelque chose. Avant, moi, j'avais appris qu'il y avait les vertébrés et les invertébrés. Les invertébrés, il n'y a pas un caractère commun aux invertébrés. C'est une absence de caractère. Et donc ça ne suppose pas un ancêtre commun. Donc le groupe ici, il a un ancêtre commun qui a des vertèbres. Puis d'un côté, on va avoir alors les requins et les poissons. Pourquoi sont-ils différents? Parce qu'il y a eu un moment, une mutation qui a fait que, alors que les requins ont un squelette cartilagineux, tous les autres ici ont un squelette osseux. Donc tout ça est remis en groupe. Puis ici, à un autre moment, il y a quatre pattes qui sont apparues, c'est-à-dire qu'on part des poissons et on a vers des animaux à quatre pattes, c'est les tétrapodes, qui sont tout ce groupe-là. Et puis, nouvelle variation, on a un œuf amniotique, c'est-à-dire avec des réserves au moment où il est formé. Et donc, ça, c'est tous les amniotes. Et parmi les amniotes, certains ont des poils, les primates, les mammifères ici, et d'autres ont des trous à l'arrière du crâne d'une certaine manière, ce qui permet de regrouper les crocodiles et les dinosaures. Vous allez voir ça. Alors, voilà la même chose présentée de manière un peu plus scientifique. Donc, vous voyez l'ancêtre commun qui est ici dont j'ai parlé, et vous avez, alors, euh, ici l'ancêtre commun, ici vous avez l'apparition des quatre pattes, on va voir comment ça s'est fait. Donc ici vous avez les poissons, là vous avez les requins, là vous avez les grenouilles et les salamandres, puis l'amniote, vous avez tout ça qui va ensemble, puis ensuite les plumes, etc. Donc vous voyez, euh, il faut pouvoir trouver assez de points communs pour pouvoir dire qu'il y a une grande probabilité qu'il existe un ancêtre commun. Et à partir du moment où vous pouvez tracer quelque chose comme ça, vous appelez ça un clade. Alors ça, il y a aussi, on vient de parler des créationnistes, mais il y a aussi chez les évolutionnistes des gens qui sont extrêmement braqués et tout. Et si vous leur parlez d'autre chose que d'un clade, alors là, ils refusent la discussion et tout. Euh, Ça va aussi dans ce sens-là. Donc, un clade, c'est quand on a quelque chose, vous voyez, où il y a un ancêtre commun, qui est ici, ça, c'est un clade. Ici, si vous avez des points communs entre ça
et ça, c'est pas un clade. Ça, c'est pas un clade. Hein. Alors, de la même manière, c'est comme ça qu'on aboutit à la classification suivante. Hein. Classiquement, vous disiez les poissons et les requins, ça vit dans l'eau, donc j'appelle tout ça des poissons. Hein. Et puis là, on va voir ça dans une minute, vous voyez que ces animaux-là ont des nageoires qui sont des précurseurs des quatre pattes. Et donc, à partir de ce moment-là, membre charnu, ici, et on remet tout ça ensemble, ici. On appelle ça sarcoptérygien, et on met les poissons de l'autre côté. Donc, vous voyez, c'est euh, assez contre-intuitif. Ce n'est pas quelque chose que vous avez appris classiquement à l'école. Hein. C'est pour ça que je vous dis, vous risquez beaucoup avec les évolutionnistes rigoureux qui ne parlent que de clade et qui ne voient que la chose de cette manière. Alors, le plus souvent, les changements sont des modifications d'organes préexistants. Alors, vous voyez, ici, on a notre bras avec l'humérus, le radius, le cubitus et puis les phalanges. Et chez une grenouille, on retrouve à peu près les mêmes choses. Vous voyez, donc la parenté, on retrouve Cuvier, si vous voulez. On retrouve là la parenté, elle est relativement facile à admettre. Et puis, donc, ce membre, ce schéma de membre, il peut être adapté pour pouvoir avoir un mode de vie différent. Par exemple, si vous passez au dauphin, vous retrouvez la même chose, mais regardez, l'humérus, il est tout petit, le radius et le cubitus, ils sont là, et les phalanges sont développées ici, et ça forme la nageoire du dauphin. Ou bien, vous avez adapté pour la course, vous avez le cheval, il a un numérus qui est très petit, mais il a radius et cubitus qui sont très longs, et puis les doigts qui sont très longs, et il marche sur la pointe des doigts. Et puis, adapté au vol, alors, ici, vous avez l'aile du poulet, alors, humérus, radius, cubitus, et puis la même chose avec les doigts qui ont fusionné. Mais chez la chauve-souris, on a la même chose, l'humérus, le radius, etc., mais les doigts n'ont pas fusionné, et on a ces grands doigts entre lesquels la membrane a pu se faire, et on a le ptérodactyle, qui est donc uniquement un fossile, dans lequel on a encore un autre schéma. Alors, le clade donc se forme par adaptation, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et j'ai parlé de Darwin et de son stage aux îles Galapagos. Et donc, dans les îles Galapagos, il a observé tous ces oiseaux qu'il a ramenés après et confiés à des spécialistes des oiseaux en Angleterre, à Londres. Et vous voyez que les becs en particulier sont très différents les uns des autres ici. Hein. Et donc, il y a un type, et puis en fonction de l'île sur laquelle migrait le pinson, il a fallu qu'il s'adapte à son environnement. Et vous en avez certains qui sont ground finches qui vont casser des graines, qui vont ramasser sur le sol, donc avec des becs, vous voyez, particulièrement costauds. Et puis, vous en avez d'autres qui vont aller dans les arbres, manger des fruits, ou etc. Vous voyez, végétariens. Vous voyez, regardez. Vous voyez donc, à ce moment-là, à chaque fois, on a une adaptation, on a quelque chose qui est différent, et puis ça se termine par la formation d'une espèce différente. Alors, on parle d'adaptation radiative, puisque vous voyez, à partir d'une espèce ici, eh bien, il y a radiation, il y a apparition de nombreuses espèces qui se font encore un coup. Alors, j'insiste bien, la sélection, elle ne fait rien, si vous voulez. C'est la diversification des phénotypes, c'est l'hétérogénéité entre les différents oiseaux
qui donne des espèces qui sont mieux adaptées que d'autres. Hein, c'est comme le jouet tout à l'heure, c'est la taille des trous qui va faire qu'on va donner toutes ces espèces vont apparaître. Alors, la phylogénie, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement difficile parce que vous vous rendez compte que pour regrouper ça, je vous ai dit qu'il fallait prendre le maximum de caractères. Vous voyez, si vous prenez un nombre trop limité de caractères, vous pouvez avoir des évolutions dues à l'environnement qui sont les mêmes alors que vous êtes parti d'espèces qui n'ont absolument rien à voir. Hein. Par exemple, ici, ça illustre le fait qu'on a 4 oiseaux qui ont des becs, vous voyez, avec une grande parenté. Hein, et c'est des groupes qui sont complètement différents. Ils vivent du nectar des fleurs. Il faut aller chercher le nectar à l'intérieur des fleurs. Et c'est à cette adaptation-là qu'on doit la forme du bec. Et ça s'est produit chez des espèces qui sont différentes les unes des autres. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le phénomène de convergence. C'est-à-dire que l'évolution a, dans les mêmes environnements, produit la même chose à partir de sources qui étaient complètement différentes les unes des autres. Donc, quand on recherche l'ancêtre commun, il faut accumuler les caractères, que ce soit des caractères donc morphologiques, des caractères physiologiques, des caractères d'environnement, etc., le maximum de caractères pour pouvoir arriver à faire un arbre phylogénétique. Et ça devient extrêmement compliqué, bien entendu, puisque on va avoir des choses qui vont être tout à fait multiples. Vous allez voir dans quelques instants. Mais ça veut dire que ces oiseaux-là, ils n'ont pas d'ancêtre commun? Ces oiseaux-là n'ont pas d'ancêtre commun. Ah, bon. Alors, un autre phénomène, la bioluminescence. Alors là, c'est quelque chose qui m'intéresse à titre personnel puisque j'ai effectué ma thèse sur la bioluminescence. Qu'est-ce que c'est que la bioluminescence? C'est l'émission de lumière par le vivant. Et c'est une propriété d'organismes très différents les uns des nôtres qui n'ont pas de relation évolutive. Il y a des poissons lumineux, il y a des crustacés lumineux, des insectes lumineux, ça, vous imaginez, des mollusques, des annelides, des protozoaires, des bactéries. Hein. Alors ici, on a dans une boîte de pétri mis cet insecte qui est une luciole et on l'a photographié en pause. Donc, vous voyez, il a tourné tout autour de la boîte et c'est sa trajectoire. Il émet de la lumière pendant tout ce temps-là et c'est la trajectoire que vous voyez ici. Ici, c'est différent. Ici, c'est une boîte de pétri sur laquelle on a fait les cultures d'une bactérie. Alors, voilà, observé en lumière naturelle. Maintenant, on éteint la lumière, on laisse l'appareil photo en pause et on voit que toutes les bactéries produisent de la lumière. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'ancêtre commun entre ça, et il n'y a pas d'ancêtre commun dans la plupart des cas qui sont ici. Et c'est des choses qui sont des facteurs qui sont indépendants les uns des autres. Et de manière surprenante, les moyens biologiques, biochimiques qu'utilisent ces animaux pour produire de la lumière varient largement avec les espèces. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parenté dans les réactions chimiques impliquées. Ça a étonné les biologistes pendant longtemps. Simplement, il y a un certain nombre de réactions chimiques qui dégagent une énergie qui est suffisante pour créer de la lumière. Et donc, il y a une espèce d'ancêtre de réaction chimique qui est capable de donner par adaptation de la lumière qui est reprise par des animaux qui tirent avantage de cette lumière. Alors, ne me demandez pas quel avantage tire celui-là de la lumière. Par contre, ici, c'est connu, c'est un signal reproducteur, c'est-à-dire que les lucioles, la femelle luciole flash et le mâle est attiré par la lumière. Donc, vous voyez, attention, la convergence, c'est quelque chose qui est embêtant. Alors, je ne vais pas insister là-dessus, simplement pour vous montrer que les gens ont travaillé sur cette hypothèse donc d'évolution et ils sont arrivés à créer 3 groupes, vous pouvez les appeler des embranchements. Alors,
Ici, c'est ce qu'on appelle les eucaryotes. Eucaryotes, ça veut dire carione, c'est le noyau. C'est ceux qui ont des cellules avec un noyau. Et vous voyez que les animaux dont nous sommes, c'est juste cette petite partie-là. Hein. Les plantes terrestres sont ici, les champignons sont ici, et tout ça, c'est d'autres espèces qui sont, alors il y a des protozoaires, il y a des tas de trucs qui sont différents. C'est-à-dire qu'il y a du microscopique et du macroscopique là-dedans. Alors ici, ça vous dit encore quelque chose, ce sont les bactéries, eubactéries. Alors, vous avez les spirochètes, les chlamydiés, toutes les vacheries que vous pouvez avoir, dont celle qui me fiche la bronchite en ce moment. Et là, vous ne serez pas étonné de voir que c'est un monde qui est extrêmement large. Donc, l'inventaire n'est certainement pas continu. Et puis, la surprise, c'est que vous avez un autre monde ici. C'est-à-dire que quand les biologistes, alors là, j'anticipe par rapport aux cours qui vont venir, ont cherché des parentés au niveau des acides nucléiques. Ils ont trouvé que l'organisation des acides nucléiques était différente ici et là. C'est-à-dire qu'ici, on a une espèce de stade intermédiaire entre les bactéries et les eucaryotes qui sont ici, avec ce qu'on appelle des archébactéries, qu'on a mis du temps à regrouper ensemble, qui sont des choses que l'on trouve dans des milieux tout à fait euh, euh, violents. C'est-à-dire, on les trouve dans les eaux thermales très chaudes, on les trouve en profondeur, on les trouve dans les marais salants. Vous savez, quand le marais salant change de couleur, qui devient rouge, etc. Donc, tout un tas de conditions dans lesquelles l'évolution a cherché les bonnes réactions pour pouvoir survivre et s'adapter à des milieux différents. Voilà. Alors, si vous avez des questions, je veux bien les prendre pour le moment avant d'aborder un survol de la paléontologie pour terminer. Donc, vous voyez… Oui, 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 bonjour, monsieur Henry, oui, c'est monsieur Ferré. J'ai une question. Pourquoi y aurait-il un seul root, une seule racine? ah, euh, alors là, c'est autre chose. C'est à partir de quoi est né le vivant, que la question que vous me posez. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement différent, sur lequel on en est encore au stade des hypothèses, si vous voulez. Euh, Toujours est-il que, oui, il a fallu que des milieux biologiques se séparent de l'environnement, donc la création des membranes. Il a fallu qu'on ait des réactions qui donnent de l'énergie et il a fallu qu'on ait une mémoire, c'est-à-dire que les animaux puissent se reproduire les uns derrière les autres. Et donc, il y a eu toute une période, on va voir ça justement à partir du moment où je vais rentrer dans le passé, il y a eu des hésitations dans les formes à adopter pour pouvoir déclencher le vivant. Alors, votre question est très bonne, mais je n'ai pas de réponse, si vous voulez. Hein. Il y a encore un coup, c'est comme ce qu'on a dit précédemment, une certaine forme de vie qui s'est bien adaptée et c'est elle qui a pu donner toute la suite. Peut-être que d'autres formes ont essayé, mais n'ont pas abouti. Alors, on va voir, hein, la racine dont vous parlez, elle se situe quelque part en milliards d'années. Donc là, si vous voulez, pour pouvoir rentrer exactement dans ce qui s'est passé là, on sait qu'il y a eu des essais avec des choses qui sont différentes, etc., des métabolismes, etc. Mais la, la période dans laquelle on a eu le plus de variations sur le mode de créer la vie, c'est chez les archées. Les archées, c'est fantastique, si vous voulez. On trouve de l'énergie dans l'oxydation du fer ou des choses comme ça. C'est des choses qui sont inimaginables maintenant. Mais l'origine, ça viendrait quand même de la mer. Alors oui, tout a commencé dans la mer, ça c'est clair. Les algues et compagnie.
Alors, les algues, ça vient loin. Vous avez vu, ce qu'on appelle des algues, c'est des plantes avec plusieurs cellules, un vrai noyau, etc. Donc, ça vient très, très tard. Donc, au départ, ce qui a pu se faire, les conditions dans lesquelles la vie est apparue, je n'avais pas l'intention de le traiter. Il y a différentes théories. Vous savez, il y a des théories qui disent que ça peut être des germes qui viennent de l'extérieur. Il y en a d'autres qui disent que c'est les argiles qui ont pu faire ça. Il y a Urey, qui est un physico-chimiste des années 1950, qui avait montré que si on mettait les composants de l'environnement avant la création de la vie et qu'on mettait des décharges électriques puissantes dedans, on arrivait à créer des molécules nécessaires à la vie, en particulier des acides aminés. Donc, si vous voulez, tout ça, là, on est en dehors de Darwin. Hein. Est-ce qu'on peut revenir à les oiseaux? Là, je n'ai pas très bien compris. Parce que quand vous dites qu'ils n'ont pas les mêmes ancêtres communs, mais c'est bien quand même la même espèce, les oiseaux. Je n'ai pas très bien compris la différence entre… Alors, je vous rappelle qu'on a espèce, genre, classe, famille, ordre. Hein. Donc, chez les oiseaux, c'est l'un des groupes qui est les plus nombreux. Je crois qu'il y a plus de 10 000 espèces d'oiseaux. Et donc, c'est des groupes qui sont différents. Ils ont un ancêtre commun, oui. D'accord. Mais actuellement, ils appartiennent à des genres différents et même à des classes différentes, à des choses qui sont assez éloignées les uns des autres. Et en plus, ils ne vivent pas aux mêmes endroits. Il y en a certains qui vivent en Amérique, d'autres en Afrique, etc. etc. D'accord, mais ils ont bien un ancêtre commun quand même. Un ancêtre commun à condition de remonter suffisamment loin. Oui, c'est là où j'ai bugué. Oui, d'accord. Bon, vous n'êtes pas plus choqué que ça? Non. Alors, on va essayer de continuer. Alors, donc, si on veut donner du corps à la théorie de M. Darwin, il faut chercher les ancêtres communs. Donc, j'ai dit, vous pouvez faire zoologiquement, vous pouvez faire ce que faisait Cuvier d'une certaine manière, c'est-à-dire comparer les espèces les unes avec les autres, vous arrivez à faire quelque chose. Bon, en fait, pour aller plus loin, eh bien, il faut, pour établir la généalogie, essayer de trouver des traces de fossiles qui correspondent à l'espèce en question. Alors, là, ça se complique beaucoup parce que comment se forme un fossile? Un fossile, donc, c'est quelque chose qui, un être vivant qui, après sa mort, se recouvre de sable ou de tout ce qu'il y a dans l'environnement, se fait une dégradation, une décomposition, et puis il va se faire une minéralisation, c'est-à-dire le remplacement de certains composés par des composés minéraux qui vont faire que ça va survivre en fonction du temps. Alors, bien évidemment, vous voyez que ça va être des événements rares, et en plus, la conservation va être inégale. Conserver un coquillage qui a donc une coquille qui est déjà minéralisée, ça va être plus facile que de trouver un fossile d'une bestiole qui n'a pas une étoile de mer, évidemment. Donc, si vous voulez, on va être avec des choses qui vont être très ponctuelles et très lointaines les unes des autres. Hein. Alors, simplement pour pouvoir aborder la question, quelques données de géologie. Âge de l'univers, 14 milliards d'années, c'est l'explosion initiale, et ça, donc, vous entendez parler du télescope, et donc on est voisin de pouvoir regarder de ce côté-là. Âge de la Terre, alors donc c'est la discussion qu'on avait eue tout à l'heure avec les différents au 19e siècle. Maintenant, on sait c'est 4,5 milliards d'années. Alors, comment le sait-on? On le sait par la radioactivité. Si vous voulez, même quand Lord Kelvin
essayaient de calculer l'âge de la Terre avec le refroidissement, il y avait quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, c'était la radioactivité. Et dans le centre de la Terre, il y a une radioactivité qui est forte. Et cette radioactivité produit de la chaleur, ce qui fausse les calculs des gens qui essaient de travailler comme Buffon, comme Kelvin, en regardant le refroidissement d'un corps chaud. Hein. Donc, 4,5 milliards d'années, ça, maintenant, ce n'est pas débattu. Quand est apparue la vie, c'était la question que vous me posiez à l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Les premières traces où on pense pouvoir voir du vivant, c'est 3,7 milliards d'années, et c'est des espèces de concrétion, vous savez, c'est très, très limite comme assimilation, comme preuve, comme évidence. Alors, la Terre, donc, 4,5 milliards d'années, un noyau ici qui est surmonté par ce qui s'appelle l'astélosphère. Et sur l'astélosphère, vous avez les continents qui peuvent dériver, se déplacer les uns par rapport aux autres, avec des mouvements des continents dans le fond des océans qui peuvent soit, quand on a une montée ici, se séparer les uns des autres, ou bien soit une couche qui plonge sous une autre couche, ici comme là. Alors, bien évidemment, tout ça va ne pas faciliter la datation des fossiles, puisque on va avoir des mouvements géologiques qui vont modifier la composition du sol et la composition des choses. Alors, là, ce que je vous présente, alors, extrêmement rapidement, c'est l'échelle de temps géologique, simplement pour qu'on voit à peu près comment les gens posent les choses. Alors, en fait, on commence à avoir des données à peu près sérieuses sur ce qu'on appelle le Cambrien. Et le Cambrien, c'est 500 millions d'années. Et donc, il y a l'antécambrien. Alors là, vous voyez, on l'a même coupé en deux. Et donc, on sait vraiment très, très peu de choses. Au départ, c'est la période pendant laquelle la Terre se refroidit. On est avec une atmosphère. Alors, de manière très intéressante, il n'y a pas d'oxygène. Hein. Donc, j'anticipe ici. Donc, vous avez ça, c'est l'âge en milliards d'années. Nous sommes là. Donc, dans cette période-là, 4 milliards d'années jusqu'à ici, on n'a pas d'oxygène. L'oxygène va être produit à partir du moment où on va avoir un certain nombre de bactéries qui vont se développer, qui sont ce qu'on appelle des bactéries photosynthétiques, c'est-à-dire des bactéries qui, comme les plantes, vont utiliser l'énergie du soleil. Vous voyez, je disais tout à l'heure, il y a chez les archées, on a beaucoup cherché pour trouver où trouver une source d'énergie, ce qui est nécessaire pour le vivant. Là, une solution a été trouvée avec la photosynthèse. Et donc, la photosynthèse donne une source d'énergie et, comme sous-produit, produit de l'oxygène. Donc, vous avez, vous voyez, la photosynthèse oxygénique, c'est-à-dire qui produit de l'oxygène, commence quelque part ici, à 3 milliards d'années. Et donc, on commence à avoir des dégagements d'oxygène. Et ici, donc, nous sommes à ce niveau-là. Là, c'est une échelle logarithmique. À cette période-là, vous voyez qu'on est à 1/100 pendant très longtemps. C'est-à-dire jusqu'à, je vous disais, la vie, elle est ici. 500 millions d'années, c'est le Cambrien. Et ici, on a 1/10 de l'oxygène que nous avons actuellement, ou moins. Donc, vous voyez, on est dans des conditions de la vie extrêmement particulières. Et malgré ces conditions de vie, donc apparaissent les premières bactéries, archébactéries, dont je parlais tout à l'heure, et puis commencent à se développer les premiers eucaryotes qui vont commencer. On a des traces d'animaux fossiles qui peuvent dater d'1 milliard d'années. Ensuite, on a la période suivante qu'on appelle le paléo ancien, zoïque vivant. Et donc, on est toujours dans le domaine des roches métamorphiques.
Alors, au point de vue géologie, les Anglais ont eu la part du lion, puisqu'on a le Cambrien. Le Cambrien, ça fait les tribus cambriennes, je crois que c'est les Écossais. L'Ordovicien, c'est les tribus galloises, Dévoniens, Carbonifères, Permiens, ça c'est en Russie. Le site existe en Russie. Donc, vous voyez, 500 millions d'années jusqu'à 300 millions d'années. Et là, il y a quelque chose qui est absolument extraordinaire, c'est les animaux marins se diversifient et on a l'apparition de la plupart des phylums. Euh, alors, le phylum, c'est juste avant les règnes, c'est les premières divisions. C'est-à-dire le vivant va être coupé, les eucaryotes vont avoir 31 phylums différents, ou phyla différents. Et sur ces 31, on en a 30 qui existent à la fin du Cambrien. Donc, si vous voulez, là, la vie, elle est bien là, ici, dans cette période-là, elle apparaît et elle se diversifie. Donc, vous voyez, pour que impliquer Darwin, 200 millions d'années, à peu près. Hein. Et puis alors après ça, donc vous avez d'autres choses qui apparaissent. Et puis, donc, le silurien, même chose. Et on est dans le marin. Et puis, au Carbonifère, alors là, c'est là où on a des continents. Et c'est là où la vie terrestre apparaît. Donc, la vie terrestre, c'est de ce côté-là. Ici, c'est marin. La diversification est grande. Ici, c'est terrestre. Et on a des choses qui sont différentes. Alors, euh, oui, bah, je passe au suivant. Ce que on appelle l'ère secondaire chez nous et l'ère tertiaire chez nous, regroupée chez les anglo-saxons sous le terme mésozoïque. Hein. Donc, le mésozoïque, il a la période triassique, la période jurassique, la période crétacée, et puis ensuite le tertiaire, et nous sommes dans le quaternaire juste ici. Et donc, à partir de cette période-là, les sédiments existent sous forme de roches sédimentaires et pas métamorphiques. Métamorphique, c'est quand le sédiment, la roche sédimentaire, subit des températures et des pressions qui sont très fortes, qui vont les transformer. Donc, dans les périodes précédentes, on était surtout avec des grès, des granites, des choses comme ça. Ici, maintenant, on est avec du calcaire dans lequel on peut trouver beaucoup plus facilement les fossiles. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Ça, c'est une animation qui va vous montrer que les terres émergées ont émergé progressivement depuis le primaire. Alors, je vais essayer, dans un premier temps, je laisse dérouler. Donc, présent, 20 millions d'années, on est toujours dans le tertiaire, on est dans le Crétacé. Vous voyez voilà, voilà. Et à la fin, pratiquement pas grand-chose. Tout bleu, tout maritime. Alors, je vais essayer de vous rejouer ça un petit peu plus lentement. Donc, on voit, là, il y a la fameuse dérive des continents dont vous avez sûrement entendu parler, du fait qu'on peut emboîter ici l'Amérique du Sud dans l'Afrique ici, qui suppose que les deux se sont séparés l'un de l'autre. Donc, on est en train, 20 millions d'années, on est encore dans le tertiaire. Alors, vous voyez, là, quand on va parler des différents fossiles, il faut tenir compte du fait que ces bestioles-là, elles pouvaient passer d'un endroit à l'autre de manière qui est très différente de celle que nous avons maintenant. Hein. Alors, voilà, à louper. Voilà. Alors, ici, on a le,
les deux continents qui sont emboîtés l'un dans l'autre, ça forme le Gondwana, et ça forme ce qu'on appelle l'Eurasie. Et puis, si on remonte encore un peu plus loin, on voit... Ah, rien à faire. Si on remonte un peu plus loin, on voit que... Voilà. Là, il y avait un autre continent qu'on appelait la Pangée, c'était la première affaire. Donc, si vous voulez, à partir des eaux, il sort d'abord un continent unique qu'on a appelé la Pangée, puis la Pangée s'est cassée en deux. On a eu le Gondwana au sud et au nord, la Laurasie, et puis ensuite, donc, le Gondwana s'est coupé aussi, et on a des choses auxquelles on est habitué maintenant. Donc, pour pouvoir tenir compte de l'évolution, il faut tenir compte de toutes ces variations. Alors là, maintenant, j'ai pris deux exemples de phylogénie et paléontologie, et je traite le cas des tétrapodes. Alors donc, il y a ce point un peu frappant, c'est-à-dire qu'on vous dit que les poissons sont quelque chose de différent de un groupe de poissons qu'on appelle les sarcoptérygiens, qui sont des poissons à membres et nageoires charnues. C'est-à-dire que l'évolution va dans ce sens-là, et vous avez ici ça qui ressemble beaucoup à un poisson, mais la nageoire qui est ici, vous voyez, elle est déjà organisée comme ça, le crâne est organisé comme ça. Alors, celui-là est bien connu et a pas mal d'exemplaires, et vous voyez, regardez le membre, et puis après, on va avoir celui-là qu'on met carrément dans les tétrapodes. Vous voyez pourquoi. Et puis ceux-là, et donc c'est ceux-là qui vont sortir de l'eau au niveau du primaire, des volières carbonifères, etc. Tout. Donc l'évolution des membres avant montre qu'il faut séparer d'un côté un certain nombre de poissons pour pouvoir avoir les ancêtres des tétrapodes. Alors voilà Tiktaalik, celui que j'avais pointé tout à l'heure. Donc ça, c'est la nageoire du poisson. Et vous voyez qu'il y a déjà un os pour les spécialistes. Alors, type Cuvier, hein, on rejoint l'humérus qui est ici, le radius qui est ici, le cubitus que les anglo-saxons appellent l'ulna, et puis le poignet qui est ici et qui est de ce côté-là. Hein. Donc, on voit avec ce sous-groupe de poissons qu'on est sur quelque chose qui a déjà évolué depuis les poissons et qui est l'ancêtre des tétrapodes. Alors, maintenant, Elisabeth le sait bien, j'aime beaucoup les oiseaux et donc je vais vous parler un petit peu des oiseaux pour arriver à cette constatation qu'il y a encore des dinosaures vivants et que les oiseaux sont les derniers descendants des dinosaures. Alors, ici, vous avez un oiseau, un pigeon. Et ensuite, vous avez Archaeopteryx qui vivait au Crétacé. Et ça, c'est des dinosaures dans une des familles des dinosaures, c'est ce qu'on appelle les théropodes. Et donc, si on compare Archaeopteryx qui fait 60 cm au pigeon, il y a un certain nombre de différences qui sont notables. Elles sont notées là. L'Archaeopteryx a des dents, le pigeon n'en a plus. Le crâne du pigeon est arrondi ici pour mettre plus de place au niveau de la cervelle. Au niveau des doigts, ici, des ailes, ici, ce n'est pas fusionné, ici, c'est fusionné. Au niveau des vertèbres du dos, ici, ce n'est pas fusionné, ici, c'est fusionné. Là, on a des vertèbres, ici, on a une queue qui est toute seule, et ici, on a une cage thoracique avec un brachet qui est ici, qui permet l'attachement des ailes. Donc, au départ, on a des choses qui sont différentes. Alors, en revanche, vous voyez qu'entre ici et là, les différences ne sont pas énormes. Et donc, je vous fais grâce un peu de cette histoire-là, c'est rentrer dans le détail de l'évolution des dinosaures. Donc,
Trias, c'est-à-dire la première période du Mésozoïque, c'est-à-dire du secondaire, le Jurassique, le Crétacé, et ensuite le Tertiaire. Et donc, vous voyez que à partir de développement ici des dinosaures, il y en a eu plus de 150 espèces différentes, mais à partir du moment ici, il y a ceux qu'on appelle les théropodes qui sont ici, et parmi les théropodes, il y a le fameux T-Rex, Tyrannosaurus Rex, qui passionne vos enfants, et le T-Rex est ici, et Archaeopteryx, dont j'ai parlé, est ici, et les oiseaux sont ici. Donc, l'ancêtre commun, le tyrannosaure, l'Archaeopteryx ont des ancêtres communs et les oiseaux ont ces ancêtres en commun aussi. Alors, ça, c'est présenté de manière différente. Et donc, vous voyez toujours la même chose. Voilà, ça, c'est un arbre des dinosaures, et encore, ils n'y sont pas tous. Vous voyez, les oiseaux sont ici, et vous voyez que ici, on a des interruptions. Ici, c'est en millions d'années. Vous voyez que 70 millions d'années, à peu près, tout le monde a disparu ici. Et les oiseaux, eux, continuent de ce côté-là. Ils auraient dû aller jusqu'au bout. Je ne sais pas pourquoi ils ne vont pas jusqu'au bout. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on voit des variations vraisemblablement créées par l'environnement. Il y a une période où les bestioles sont de plus en plus grandes. Ici, vous avez plus d'une tonne. Et puis, vous avez des périodes où, vous voyez, inférieures à 3 kilos pour tous ceux-là. Alors, il y a des périodes où on va grandir, c'est bleu, et des périodes vertes où ça se stabilise, et des périodes rouges où il y a des diminutions de taille. Donc, vous voyez que cette histoire d'ancêtres communs, la famille est extrêmement large et contient des choses qui sont très différentes les unes des autres. Alors, ça, c'est un très beau fossile. Je crois qu'il est trouvé en Chine. Donc, ça a tout à fait les caractères des dinosaures, hein, tous les caractères des dinosaures. Par contre, si vous regardez bien, voilà une aile, voilà une autre aile, voilà une queue avec des plumes dessus. Et on voit les plumes. Hein. Il y a un moment où les dinosaures se sont couverts de plumes qui sont ici. Et alors ça, c'est une représentation d'artiste, mais quand vous avez des choses qui sont aussi bien conservées que celles-là, sur ces parties-là, on peut faire de la microscopie électronique et repérer les cellules qui portent les couleurs, si vous voulez. Alors, il y a des mélanosomes qui sont noirs, il y en a qui sont rouges, et il y en a qui sont marrons, etc. Et on fait la différence, non pas par la couleur, bien entendu, mais d'après la forme et d'après la taille. Donc, d'après la forme et d'après la taille, on peut avoir une idée de la couleur qu'avait cette bestiole-là. Et on aboutit à ça. La position là, blanche ou rouge ici, c'est parce qu'il y a des mélanosomes blancs, il y a des mélanosomes rouges, des mélanosomes noirs, etc. Et donc, on arrive, vous voyez, à reconstituer l'arbre généalogique. Et ça, c'est un des ancêtres des oiseaux. Et donc, ça montre bien cette idée-là qu'il y a une continuité entre les dinosaures et nos pigeons et autres oiseaux. Alors, évolution, mais je ne peux pas terminer sans parler des grandes extinctions. C'est-à-dire que cette évolution, elle ne s'est pas produite de manière continue. Il y a des accidents qui sont des accidents géologiques qui vont casser l'évolution. Et donc, on appelle ça des grandes extinctions quand 75% des espèces vivantes disparaissent. Hein. Alors, si je remonte un peu en arrière, ici, alors, depuis ici, grande extinction à la fin de cette période-là, grande extinction à cette période-là,
grande extraction, la plus grande de toutes, le Permien qui est ici. Et puis après, on a grande extraction ici. Et la perte des dinosaures, extraction de masse ici. Donc, ce sont des phénomènes absolument considérables, si vous voulez, parce que cette disparition des espèces, ça va permettre de rebattre les cartes. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a des espèces qui étaient parfaitement adaptées et qui d'un seul coup ne sont plus adaptées, elles disparaissent, et d'autres espèces qui par compétition n'ont pas pu se développer, se mettent à se développer et jouer un rôle important. Alors, l'origine de ces extinctions, c'est environnemental. Ce sont alors là, quand même, Cuvier n'avait pas complètement tort. Il y a eu des phénomènes qui ont été extrêmement importants, style volcanisme, différents types de choses, qui ont fait que, à la surface de la Terre, les choses ont complètement été changées. Simplement, sur ce diagramme-là, ça vous apparaît comme un trait. En fait, c'est 1 million d'années. Hein. Donc, pendant 1 million d'années, il se produit un trouble à l'environnement terrestre tel que, d'un seul coup, tout disparaît. Alors, c'est effectivement difficile à documenter quand on est de ce côté-là, mais le dernier, c'est l'extinction entre le Crétacé, qui est la fin de l'ère secondaire, et le début de l'ère tertiaire. Et là, c'est très bien daté, 66 millions d'années. Donc, il y a 66 millions d'années, d'un seul coup, on a eu une catastrophe qui a modifié complètement les conditions environnementales. Et cette catastrophe, on sait que c'est un météore de grande taille qui serait tombé quelque part dans le Yucatan, où on a ici, vous voyez, ce trou gigantesque qui correspond à la chute du météore. Le météore est une dizaine de kilomètres. Ça fait 170 kilomètres de diamètre. Et alors, de manière intéressante, cette idée-là, vous vous doutez bien qu'avancer l'idée d'un météore qui tombe, etc., tout ça, ça n'a pas été simple à admettre pour les scientifiques. La plupart pensaient que les dinosaures avaient dégénéré, on disait que leurs coquilles étaient plus minces, etc., etc. Donc, on avait donné des tas de raisons biologiques pour la disparition des dinosaures. Et en fait, c'est un physicien, prix Nobel de physique, dont le fils était géologue, qui s'est intéressé à la limite entre le Crétacé et le Tertiaire. Dans les sédiments, il y a une petite bande dans laquelle on trouve un élément chimique qui est l'iridium. L'iridium est un élément rare que normalement on ne trouve pas, et là, il y a une grande accumulation d'iridium. Et cet iridium, d'après sa composition isotopique, ne peut pas être de la Terre. C'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Donc, la présence de l'iridium et la répartition de l'iridium a rendu cette hypothèse tout à fait valable. Il semble que ce ne soit pas tout. Dans le Décan, c'est-à-dire dans le sud des Indes, il y avait un volcanisme fantastique et il est dit que le choc du météore aurait été suffisant pour déstabiliser ce volcanisme, qu'on aurait aussi du volcanisme qui se serait rajouté au choc lui-même. Et donc, déclenchant des incendies et tout un tas de choses. Le résultat de ça, c'est qu'il y a eu des poussières énormes qui ont été soulevées, la Terre est tombée dans une période d'obscurité, et qui dit obscurité dit arrêt de la photosynthèse, et donc disparition d'énormément d'espèces, soit espèces végétales ou les espèces animales herbivores, comme beaucoup des dinosaures. À ce moment-là, les mammifères qui existaient déjà, mais qui étaient des bêtes plus petites qui devaient se
planqués pour éviter les dinosaures carnivores qui vivaient dans des terriers, etc., ont pu survivre et on a une évolution des mammifères à la suite de cette catastrophe. Donc, vous voyez, on a l'évolution qui se produit, mais aussi on a les cartes environnementales qui sont extrêmement importantes et on a rebattu les cartes un certain nombre de fois, permettant le développement d'un certain nombre d'espèces et la disparition d'autres espèces. Voilà. Alors, j'ai terminé sur ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, mon point de vue, c'est que la théorie de Darwin s'impose, reprenant la discussion que nous avons eue tout à l'heure. Tous les faits qui sont présentés là sont des faits qui sont en accord avec la théorie de Darwin. Et à mon avis, il faut vraiment être de très mauvaise foi pour soutenir le créationnisme dans ce type de conditions. Qu'est-ce que nous dit la théorie de Darwin? Elle nous dit le hasard et la nécessité coopèrent pour expliquer l'évolution et l'apparition de nouvelles espèces et la disparition des moins adaptés. Alors, vous voyez, le hasard, c'est l'hétérogénéité des populations dans une espèce donnée, et la nécessité, c'est l'environnement. On vient de voir, par exemple, comment ça a joué au niveau des grandes extinctions. Et alors, les mécanismes expliquant la créativité dans l'apparition des nouvelles formes avant la sélection ne sont pas dévoilés par cette théorie. Et dans son bouquin, Jacques Monod dit « Le miracle est expliqué, il nous paraît encore miraculeux ». Et c'est ça ce que je vais essayer de vous expliquer dans le cours suivant. Si vous voulez, on voit bien comment ça se passe, mais encore un coup, si je dois expliquer la trompe de l'éléphant au cou de la girafe, vous voyez que j'ai un gros problème. Si je peux soit supposer que j'ai une mutation et que d'un seul coup, le cou de la girafe s'est allongé, on a trouvé les animaux qui étaient grands. Donc, vous vous rendez compte que vraisemblablement, pour la trompe de l'éléphant, il y a plus de 100 muscles dans la trompe de l'éléphant. Donc, 100 mutations à la fois, c'est vraiment quelque chose qui est impossible. L'autre, l'alternative, c'est de supposer que c'est des toutes petites variations. C'est-à-dire qu'une petite variation plus une petite variation plus une petite variation a fini par produire la trompe de l'éléphant. Mais si je prends ce point de vue-là, si l'amélioration est toute petite, le pouvoir de la sélection sera lui aussi tout petit. Donc, j'ai là aussi un type de problème. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine pour essayer de proposer des choses à l'intérieur de ce schéma de la théorie de Darwin. Voilà, merci. Et je suis prêt à prendre les questions que vous ne manquez pas d'avoir après cette histoire. Donc, n'oubliez pas de réactiver votre micro si vous voulez poser une question. Catherine, c'est toi qui veux? Non, Ah non, je croyais que tu parlais. Non, moi, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez revenir sur le fossile dont on a pu retrouver la couleur et la forme? Je ne vois pas comment on a pu faire ça. Ah, Voilà. alors, Attendez, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je désactive des... j'ai essayé, si vous voulez, de simplifier. Donc, je ne vous ai pas montré toutes les publications qu'il y avait sur ce thème-là. Mais vous voyez que celui-là, vous avez les os, ça c'est clair, mais vous voyez que vous avez aussi les ailes qui sont ici. Alors, voilà une qui est très belle et l'autre qui est ici. Et vous avez ici au niveau de la queue, et vous avez même ça qui prolonge la queue qu'on voit sur le dessin d'artiste qui est de l'autre côté. Et donc, ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils ont fait des coupes très fines, et ils ont regardé en microscopie électronique à un niveau où on peut retrouver des cellules, la trace de cellules. Et dans les cellules, il y a la couleur est donnée par des organites qu'on appelle des mélanosomes. Et donc, il y a des mélanosomes rouges, des mélanosomes blancs, des mélanosomes noirs, etc. Et donc,
les mélanosomes existent chez les oiseaux actuellement. Et on sait que la forme des mélanosomes est différente selon la couleur. C'est-à-dire que d'après la forme des mélanosomes, on peut penser que cette cellule-là était rouge ou était blanche ou était noire, etc. etc. Hein? Donc, si vous voulez, ça montre la finesse de ces fossiles dans lesquels on peut descendre à l'échelle cellulaire et même subcellulaire avec les techniques modernes d'investissement. Et il y a Oui, tout un tas de fossiles qui ont été trouvés en Chine qui sont absolument superbes pour effectuer ce genre de choses. bon. Mais je comprends pas parce que la cellule, c'est par la forme qu'on retrouve la couleur ou elle est quand même plus vivante. Enfin, Je vous dis, on ne voit pas la couleur. Hein. La seule chose que l'on voit, c'est les mélanosomes. On voit les traces des mélanosomes. Et on voit la forme des mélanosomes. Et d'après la forme des mélanosomes, on pense que connaître la couleur de ce qui est dedans. Alors, moi, j'ai une question. Comment est-ce qu'on détermine la naissance de l'univers? C'est fini. Ah, Dans les grandes lignes, parce que vous avez parlé du télescope, mais bon, bah écoutez, là c'est un autre sujet. je ne m'attendais pas du tout à cette question. Hein. Non, la naissance de l'univers, on en est toujours au Big Bang. Hein. Mhm. Et donc, j'ai parlé du télescope parce que, si vous voulez, la lumière sur des distances très grandes, la lumière met du temps à progresser et en sortant de l'atmosphère et en allant assez loin, on peut capturer de la lumière qui a été émise presque au moment du Big Bang et qui arrive seulement maintenant sur le télescope en question. Ah, d'accord. Ben voilà, c'est très clair. Je suis content. D'accord. En parlant d'évolution, l'évolution n'est pas terminée. Ah ben non, ça, sûrement C'est pas. fini. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mis là en distinction 5 grandes extinctions et peut-être vivons-nous la 6e. Mais, Oui, mais alors on a vu justement, ça, oui. si la 6e est en marche, moi ce que je crois, parce que j'habite au bord de la mer et on voit beaucoup d'oiseaux morts, de dauphins même. J'en ai pas vu personnellement, mais il y en a beaucoup sur les côtes. Je suis dans le Finistère Sud. Pas le Finistère Sud, le Morbihan Sud. On a des grandes plages et on trouve quand même pas mal d'animaux morts. Ils viennent s'échouer. Pourquoi? On n'en sait rien. Est-ce que c'est Alors, les transformations, la nourriture qu'il y a dans la mer? Enfin, Bien voilà. sûr. Écoutez, j'ai là Déchets plastiques. dans ma bibliothèque un gros bouquin. Un gros bouquin sur la 6e extinction, si vous voulez, qui est faite par des journalistes scientifiques australiens, dont je pourrais vous donner les coordonnées si ça vous intéresse. Alors, remarquez la manière dont on a défini les grandes extinctions, la disparition de 75% des espèces vivantes. Hein. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement marqué, extrêmement fort quand même. Hein. Espèces. Hein. Alors, en termes d'individus, on ne sait pas trop parce qu'on ne peut pas comptabiliser l'individu, mais on pense que c'est vraiment très, 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 très massif. Donc, pour le moment, je peux vous dire, si vous voulez, que ça a été fait par des Allemands, si vous avez la nuit, pendant l'été, que vous allumez une lumière et que vous comptabilisez tous les insectes qui vont venir se mettre sur le drap que vous avez derrière la lampe en question, en poids, on voit une diminution de 80% de la masse. Donc, il y a effectivement beaucoup d'élimination d'individus. Alors, est-ce qu'on en est à voir les espèces disparaître? Il y a certainement des espèces qui sont disparues, j'en ai des collections ici,
il faut aussi remarquer qu'il y a des espèces qui apparaissent, hein. Il y a quelques années, le CNRS a affrété un bateau qui a fait des croisières longues, je ne me rappelle plus du nom pour le moment, dans lequel ils ont regardé tout ce qui était vivant entre 0 et 100 mètres de fond. Ils remontaient tout, ils avaient à bord tout ce qu'il fallait pour faire de la caractérisation, de la microscopie, de la fixation, etc., etc. Et les conclusions auxquelles ils sont arrivés, c'est que sur les espèces qu'ils ramassaient, il y en avait pas plus de 10% qui étaient des choses connues. Le reste, c'est des choses qui étaient inconnues, alors que ce soit des virus, que ce soit des bactéries ou que ce soit des petits animaux, etc. Donc, si vous voulez, il y a encore beaucoup, beaucoup de ressources dans le vivant. On est certainement en train de faire disparaître les tigres, les ours blancs, ou etc. Mais ce que j'ai raconté, c'est que l'évolution, c'est quelque chose qui continue. Il y a des choses qui apparaissent, il y a des choses qui disparaissent. Et les grandes extinctions, c'est quand la disparition est suffisamment rapide pour qu'elle ne soit pas compensée par les apparitions. Donc, il est possible, il est probable qu'on va avoir une extinction comme ça, mais encore un coup, les traits qui sont marqués là, c'est des millions d'années, hein. C'est-à-dire que vous allez voir de la disparition de bestioles ou des oiseaux morts sur votre plage, mais ça va durer pendant un bon bout de temps encore, hein. Ouais, apparemment, ça va très vite quand même. Les insectes, par exemple, ça a l'air d'aller très vite quand même. Les insectes, ça va très vite, oui, c'est ce que je disais à la minute. Quantitativement, si vous avez pendant l'été que vous allumez une lumière et que vous avez des grandes baies, d'habitude vous voyez votre pare-brise, il est Ouais, bourré d'insectes, et maintenant vous n'avez plus ça, ce phénomène-là a disparu. Donc certainement, il y a des choses qui se produisent, oui. Vous Mais Jean-Pierre, la donnez grande les différence en ce cordes. moment, c'est que c'est l'homme qui est en train de faire disparaître un tas de choses, alors que les anciennes extinctions, c'était, enfin, comment te dire, les phénomènes environnementaux. Oui, bien C'était sûr. pas nous. Là, c'est nous. Oui, mais le résultat est le même, hein. Ben oui, mais là, ça va très vite. Si tu veux, on ne fait rien pour que ça se calme. C'est Vous des problèmes. donnerez les coordonnées du livre dont vous parlez là, sur les scientifiques. Oui, je le mettrai sur. Alors, Ouais. est-ce qu'on n'a pas parlé de ça? Les années précédentes, certains d'entre vous souhaitaient que je leur envoie en PDF les transparents que j'ai présentés ici. Mhm. Donc, si vous le souhaitez, vous m'envoyez un mail et ou si vous voulez savoir le nom du bouquin sur la 6e extinction, vous m'envoyez un mail et je vous donnerai les coordonnées. Là, je D'accord. la bibliothèque Oui. qui est pas loin, mais je ne peux pas le chercher tout de suite. Oui, bien sûr, oui, c'était dans un deuxième temps. Ouais. S'il vous plaît, j'ai une question là, sur le crocodile. Comment ça se fait qu'il a une longue... Il est toujours là? Est-ce enfin, est-ce qu'il s'adapte si bien que ça? Apparemment, oui. Le crocodile. Il est là du temps des dinosaures, si j'ai bien vu là. Oui, alors, attendez. Les dinosaures, donc là, j'ai surtout parlé des théropodes. Mais je vous dis, il y a plus de 150 espèces différentes. Et il y a des dinosaures qui ont donné naissance à des lézards, reptiles, etc. Et d'autres qui ont donné naissance à d'autres groupes, hein. Donc, il y a l'arbre généalogique auquel se rattachent les dinosaures couvre pas mal de choses, hein. Dont les crocodiles? Non, Il y a aussi chez les crocodiles, oui. Je sais mais eux, plus. ils sont encore là, hein. Ah, ben, ils sont encore là, oui. Mais par exemple, chez les oiseaux, il y a un oiseau très étrange qui s'appelle le bec en sabot. Il est là, le crocodile, il est en bas, là, vous le voyez? Les sauromorphes. Alors, il y a
Elisabeth, c'est toi Oui, qui… non, je parlais d'un oiseau que je ne connaissais pas jusqu'à tout à fait récemment, qui s'appelle le bec en sabot. Tu vois comment c'est? Pas du tout, mais c'est pas Ah, grave. bah, écoute, on parle tout le temps d'un dinosaure, en fait. Quand on le voit, on peut trouver sur Internet des photos. Il interagit même avec les humains, c'est étrange, mais il a vraiment une tête de dinosaure, ça c'est évident. Et ils ne volent plus. Et il ne vole plus. Euh, ah, Je te recommande le bec en sabot sur Internet, tu Ouais, ouais, verras. c'est ouais, intéressant. je ferai ça. Je chercherai le bec en sabot. Mais la finalité de l'évolution, entre guillemets, est-ce l'homme? Pas Non, du tout, pas pas du du tout. Voilà. Parce que tout. quelquefois, on a tendance à dire, à entendre, parce que moi, je ne crois pas non plus, à entendre, ah ben oui, mais tout arrive vers l'homme. Non. Alors, je viens de lire un bouquin qui s'appelle Le nouveau esprit de la biologie ou quelque chose comme ça, philosophie de la biologie, où justement les gens essayent de débattre de ce problème-là. Non, non. Alors, je ne sais pas si je parlerai de ça. Il y a un biologiste qui s'appelait Dawkins, qui a beaucoup intéressé les philosophes plus que les biologistes, dans lequel il disait euh, euh, l'évolution n'a d'autre intérêt, c'est les gènes qui veulent se survivre à eux-mêmes. C'est pour Darwin, c'est les espèces qui se survivent à elles-mêmes. Si vous voulez, tout est fait pour que l'espèce puisse continuer, puisse survivre et se faire. Dawkins dit, c'est même pas l'espèce, c'est les gènes. Ils sont nous sommes que les hôtes des gènes qui cherchent à se survivre. Donc là, plus matérialiste que ça, je ne crois pas que ce soit possible. Mais vous voyez qu'on est loin de la pyramide en haut duquel on place l'homme. Et ça, cette pyramide-là, je crois que elle ne survit pas au darwinisme, hein. Le troisième cours que je ferai sera justement sur comment peut-on voir l'évolution de l'espèce humaine, d'Homo sapiens. J'allais poser la question. Vous allez y avoir droit. Je voulais juste rajouter qu'il n'y a pas qu'aux USA où on pense que la théorie de l'évolution n'existe pas, hein. Non. Je pense que la plupart des pays qui enseignent l'islam ne l'enseignent absolument pas à l'école. Oui, Donc, bah, ça fait des milliards d'individus qui pensent que la théorie de Ouais. l'évolution n'existe pas. Voilà, ce n'est pas quelques petits Américains dans leur coin, hein. Et que la Terre est plate? et oui, Ah oui. c'est triste, je suis d'accord avec vous. Est-ce que l'évidence pourra finir par s'imposer? Ça dépendra du poids de la religion, hein, et de la réflexion que les gens pourront avoir par eux-mêmes. À partir du moment où ils seront capables de réfléchir et de faire des choses, peut-être qu'à ce moment-là, ce que j'ai dit en conclusion, c'est-à-dire que la théorie de l'évolution est inévitable, apparaîtra clairement. Mais pour le moment, je vous dis, vous pouvez très bien vous en tenir au point de vue de la Cour suprême américaine. C'est une théorie, tant que, etc. Toutes les théories sont valables et doivent être enseignées à égalité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ça régresse quand même. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir Jacques Monod comme prof, personnellement. Donc, moi, j'ai vécu le cours Le hasard et la nécessité dans sa leçon inaugurale oui, c'est ça, au Collège de France, Oh, dans laquelle il a donné ça. Et si vous voulez, j'ai été frappé là aussi par le fait que quand il a fait cette leçon, je me suis dit, attends, faire ça au Collège de France quand on est biologiste qui relève de la philosophie, ça va déclencher des houles et ça n'a pas déclenché de houle du tout. C'est-à-dire que la plupart des philosophes, quand même maintenant, euh, acceptent le darwinisme, l'évolution, le hasard et la nécessité. Ils ont du mal il y a toujours
l'histoire le pasteur Palais avec son histoire de la montre et de trouver qu'il y a quelque part quelque chose qui a créé ça, c'est vrai que ça existe encore. Le tout, c'est de savoir ce que c'est que ce quelque chose. Oui, mais alors là, C'était pas prévu au cours, ça. Comment? C'est quoi? C'était pas prévu dans le cours. Non. De toute façon, personne ne le sait. Les lumières ne se sont pas vraiment imposées encore, quoi. Écoutez, je veux dire, dans la vie de tous les jours, vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi, d'où vient cette biodiversité dont on nous casse les oreilles. Donc, à partir de ce moment-là, vous n'y réfléchissez pas et vous ne vous posez pas de problème. Ce que j'essaye de faire, et c'est de faire pour notre association, c'est ça, si vous voulez. Le jour où je réfléchis et je me dis d'où vient la biodiversité, je suis obligé d'ouvrir des bouquins et à ce moment-là, je tombe sur des choses avec un minimum de cohérence que j'essaye de vous transmettre. Voilà. Bon. est-ce que c'est important, Jean-Pierre, que tout le monde sache que le monde a 4,5 milliards d'années? C'est pas grave. Chacun pense ce qu'il veut. Ah, tout à fait, tout à fait. Mais enfin, bon. Il vaut mieux penser juste quand même. Oui, On a le droit d'avoir Ça, une c'est votre curiosité opinion, hein, intellectuelle, même si ça ne sert à rien. C'est toujours passionnant d'apprendre, même à un certain âge, qui est plutôt un âge certain pour moi. Je ne dirais pas le contraire. oui, mais c'est votre opinion, mais il y a des gens qui ont besoin. Oui, enfin, mais bon. moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Je crois qu'aux rencontres d'Athéna, c'est ce qu'on essaye d'encourager. Ben oui. Je voudrais te remercier, Jean-Pierre, parce que là, on va bientôt conclure, d'avoir fait cette conférence dans un moment où Oui. tu es un petit peu toi-même atteint par les bactéries, comme tu disais tout à l'heure. Je ne suis pas au mieux de ma forme, ça je dois le dire. Et puis, te dire qu'en ce qui me concerne, et je crois probablement exprimer ce que pensent les autres, c'était passionnant. Passionnant. On attend la suite.